Il y a une étoile dans notre galaxie qui ne devrait pas exister. Pas parce qu'elle est trop grande, trop lumineuse ou trop étrange. Non. Elle ne devrait pas exister pour une raison bien plus dérangeante. Selon tous nos calculs, elle est plus vieille que l'univers lui-même. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que son grand-père est né avant son propre père. Pas une erreur de date, pas une confusion d'archives, une réalité biologiquement impossible. C'est exactement le genre d'absurdité que les astronomes ont découverte en pointant leur télescope vers une étoile ordinaire de la constellation de la Balance, à peine à 200 années-lumière de chez nous. Une étoile que vous pourriez voir avec des jumelles depuis votre jardin par une nuit claire. Une étoile qui tourne autour de nous depuis plus longtemps que l'univers n'est censé exister. Son nom officiel est HD 140283. Mais depuis que les journalistes scientifiques ont découvert son secret, tout le monde l'appelle l'étoile Mathusalem. Mathusalem, ce personnage biblique, ancêtre de Noé, qui aurait vécu 969 ans selon les textes sacrés. Sauf que cette étoile, elle, éclipserait même ce record légendaire à une échelle cosmique. Quand les premières estimations de son âge ont été publiées, le chiffre qui est apparu dans les calculs a fait l'effet d'une bombe dans les couloirs de la physique mondiale. 16 milliards d'années. 16. Alors que l'univers entier, le tout, le grand tout, n'a que 13 milliards 800 millions d'années selon nos meilleures mesures. Soit que nos horloges stellaires sont complètement déréglées, soit que nos horloges cosmiques le sont, soit que quelque chose d'encore plus fondamental nous échappe entièrement. Ce n'est pas une anecdote astronomique amusante. Ce n'est pas un bug mineur dans un tableau de données. C'est une fissure dans notre compréhension de l'univers. Une fissure qui, depuis des années, résiste à tous les bouche-trous que les cosmologistes tentent d'y glisser. Alors avant de plonger dans cette histoire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et d'appuyer sur le bouton j'aime. Chaque semaine, nous explorons les mystères les plus profonds de la science, de l'histoire et du cosmos. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à continuer ces explorations, le lien dans la description vous permet de nous envoyer un don, un soutien direct au développement de la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville écoutez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. Maintenant, prenons le problème depuis le début, depuis le tout début. En 1912, un astronome du nom de Walter Adams est assis devant le spectrographe de l'observatoire du mont Wilson, en Californie. C'est l'un des meilleurs instruments optiques du monde à cette époque, logé dans un dôme posé au sommet d'une colline au-dessus de Los Angeles, là où le ciel est encore assez sombre pour voir les étoiles sans que la ville ne les noie dans sa lumière. Adams examine des spectres stellaires, ces empreintes de lumière décomposées en arc-en-ciel qui révèlent la composition chimique d'une étoile comme une prise de sang révèle celle d'un patient. Et il tombe sur quelque chose qui l'intrigue. Une étoile cataloguée sous la référence HD 140283 possède un spectre bizarre. Son comportement lumineux ne correspond pas à ce qu'on attend d'une étoile de sa luminosité apparente. C'est comme si quelqu'un vous présentait un homme qui a l'air d'avoir 30 ans, mais qui se comporte comme s'il en avait 90. Adams note l'anomalie, la consigne dans ses archives et passe à la suite. À cette époque, personne ne comprend encore ce que cette bizarrerie signifie vraiment. Il faut attendre 40 ans. 40 ans de silence pendant lesquels la physique atomique, la mécanique quantique et l'astrophysique théorique progressent à pas de géant. Jusqu'en 1951, quand deux astronomes, Joseph Chamberlain et Lawrence Haller, reprennent le dossier de HD 140283 avec des outils beaucoup plus puissants et une compréhension de la physique stellaire infiniment plus fine. Ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. L'étoile ne ressemble pas à une étoile ordinaire parce qu'elle n'en est tout simplement pas une. Sa composition chimique est radicalement différente de celle du Soleil et de presque toutes les étoiles de notre voisinage galactique. Le Soleil contient environ 2% d'éléments lourds, fer, calcium, magnésium, oxygène et des dizaines d'autres métaux au sens astronomique du terme. Ces éléments ont été forgés dans les entrailles d'étoiles mortes bien avant la naissance du Soleil, et le nuage de gaz qu'il a formé en était saturé. Mais HD 140283, elle, est presque vide de tout cela. Sa teneur en fer n'est pas légèrement inférieure à celle du Soleil. Elle est 250 fois plus faible. Imaginez un océan dont on aurait retiré pratiquement toute l'eau pour ne laisser qu'une fine pellicule d'humidité au fond. C'est l'état chimique de cette étoile. Presque stérile, presque primordial. Chamberlain et Haller comprennent immédiatement ce que cela implique. Une étoile qui contient si peu d'éléments lourds ne peut avoir été formée qu'à une époque où l'univers lui-même n'en contenait presque pas. Elle est antérieure à la grande forge cosmique. Elle précède les générations d'étoiles qui ont passé des milliards d'années à fabriquer les métaux qui composent aujourd'hui tout ce qui nous entoure.
HD 140283 est une relique, un fossile vivant de l'aube de l'univers. Mais combien de temps a-t-elle traversé ? C'est la question qui allait hanter l'astrophysique pendant les décennies suivantes. Pour la première fois, les astronomes disposaient d'une étoile suffisamment proche pour être étudiée avec une précision exceptionnelle, suffisamment ancienne pour avoir vu les premiers âges cosmiques, et suffisamment lumineuse pour être observable sans les plus grands télescopes du monde. Un candidat parfait pour essayer de mesurer une chose que personne n'avait encore réellement accomplie avec certitude. Lire l'âge d'une étoile comme on lirait celui d'un arbre en comptant ses anneaux. Les premières tentatives sérieuses de datation de HD 140283 commencent dans les années 90, à mesure que les modèles informatiques d'évolution stellaire gagnent en puissance. Et c'est là que les chiffres commencent à faire peur. Les premières estimations, publiées autour de l'an 2000, situent l'âge de l'étoile aux alentours de 16 milliards d'années. 16 milliards. À une époque où les cosmologistes considèrent que l'univers a environ 13 milliards 800 millions d'années, la différence est immense. Plus de 2 milliards d'années de trop. Les réactions dans la communauté scientifique se répartissent en deux camps. Le premier, il y a forcément une erreur quelque part dans les mesures. On ne sait pas encore laquelle, mais c'est obligatoirement le cas parce que l'alternative est physiquement impossible. Le second camp, beaucoup plus petit et beaucoup plus discret, et si ce n'était pas une erreur ? Et si cela nous forçait à reconsidérer ce que nous croyons savoir sur l'âge ou la nature de l'univers ? La tension est là, posée sur la table, et elle n'allait pas disparaître facilement. En 2013, Howard Bond, astronome à l'Institut des sciences du télescope spatial de Baltimore, décide de s'y attaquer frontalement. Avec son équipe, il utilise les capteurs de guidage fin du télescope spatial Hubble pour faire quelque chose de précis. Mesurer la distance exacte qui nous sépare de HD 140283. Parce que c'est là, suspectent les chercheurs, que se cache peut-être l'erreur. Si vous vous trompez sur la distance d'une étoile, vous vous trompez sur sa luminosité réelle, et si vous vous trompez sur sa luminosité réelle, vous vous trompez sur son âge. C'est une chaîne d'inférence où la première erreur contamine toutes les suivantes. Bond et ses collègues passent des années à accumuler 11 séries d'observations faites entre 2003 et 2011. Ils mesurent le déplacement apparent de l'étoile sur le fond du ciel, c'est ce qu'on appelle le parallaxe, avec une précision qui donnerait le vertige. Le résultat ? HD 140283 se trouve à environ 190 années-lumière de nous. Et avec cette distance recalibrée, il recalcule son âge. La réponse tombe, 14 milliards 500 millions d'années, avec une incertitude de 800 millions d'années dans un sens ou dans l'autre. C'est un mieux par rapport à 16 milliards, mais c'est toujours potentiellement plus vieux que l'univers lui-même. Bond a résumé la situation avec une formule lapidaire que la presse scientifique mondiale a reprise. En tenant compte de toutes les incertitudes, l'âge de l'étoile et l'âge de l'univers sont compatibles. Techniquement vrai, mais la marge est si mince qu'elle en est inconfortable. Le problème n'est pas résolu. Il est juste rendu légèrement moins brutal. Alors, HD 140283 continue de briller, quelque part dans la constellation de la Balance, indifférente au scandale qu'elle provoque. Elle s'appelle Mathusalem, et elle attend qu'on lui explique comment elle a pu naître avant le monde dans lequel elle vit. Pour comprendre pourquoi cette étoile pose un problème aussi fondamental, il faut d'abord comprendre comment on mesure l'âge d'une étoile. Ce n'est pas une opération triviale. Les étoiles ne portent pas de plaque d'immatriculation indiquant leur date de naissance. Elles ne vieillissent pas de façon visible à l'œil nu. Un soleil de 10 milliards d'années ressemble à peu près au même soleil de 5 milliards d'années. Alors comment fait-on ? La réponse tient en un mot, l'évolution. Mais pas l'évolution biologique, l'évolution stellaire. Et pour la comprendre, il faut commencer par un outil que les astronomes utilisent depuis plus d'un siècle. Un graphique qui est peut-être le plus important de toute l'astronomie. Imaginez une grande feuille de papier. Sur l'axe vertical, vous portez la luminosité des étoiles, des plus faibles en bas aux plus brillantes en haut. Sur l'axe horizontal, vous portez leur température de surface, des plus chaudes à gauche aux plus froides à droite. Prenez maintenant les 100 000 étoiles les plus connues et placez chacune d'elles selon ses coordonnées. Ce que vous obtenez n'est pas un nuage de points aléatoires, c'est une structure, une organisation remarquablement cohérente. La grande majorité des étoiles se regroupent le long d'une bande diagonale qui traverse la feuille du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Cette bande s'appelle la séquence principale. Les étoiles massives et chaudes occupent le coin haut à gauche, brillant comme des phares nucléaires. Les étoiles légères et froides s'accumulent en bas à droite, brûlant leur carburant avec une économie extrême. Notre Soleil se trouve quelque part au milieu. Ce graphique s'appelle le diagramme de Hertzsprung-Russell,
du nom des 2 astronomes qui l'ont développée indépendamment au début du XXe siècle. C'est la carte d'état des étoiles. Et ce qui le rend si précieux pour dater les étoiles, c'est ce qui se passe quand une étoile vieillit. Une étoile passe l'essentiel de sa vie sur la séquence principale, à brûler de l'hydrogène en hélium dans son noyau. C'est un équilibre exquis. La chaleur produite par la fusion nucléaire repousse la gravité vers l'extérieur, et la gravité comprime l'étoile vers l'intérieur. Tant que l'hydrogène dure, l'équilibre tient. Mais l'hydrogène finit par s'épuiser au centre, et quand cela arrive, l'étoile quitte la séquence principale. Elle commence à gonfler, à rougir, à devenir ce qu'on appelle une sous-géante, puis une géante rouge. Et voici le point crucial. La vitesse à laquelle une étoile brûle son hydrogène dépend de sa masse. Les étoiles massives brûlent furieusement et quittent vite la séquence principale. Les étoiles légères, comme les naines rouges, peuvent rester sur la séquence principale pendant des centaines de milliards d'années. Notre Soleil est quelque part entre les deux, pour une durée de vie totale d'environ 10 milliards d'années. Ce comportement prévisible est ce qui permet aux astronomes de dater les étoiles. La technique s'appelle l'ajustement par isochrone, du grec issos, même, et chronos, temps. Une isochrone est une courbe théorique sur le diagramme de Hertzsprung-Russell, qui représente tous les états possibles d'étoiles d'un même âge, mais de masses différentes. Si vous avez un groupe d'étoiles nées au même moment, elles se distribuent toutes le long d'une isochrone spécifique. En comparant la distribution réelle des étoiles à différentes isochrones théoriques, calculées par des modèles d'évolution stellaire, vous pouvez déterminer leur âge. C'est comme regarder une forêt et déterminer son âge non pas en coupant les arbres pour compter leurs anneaux, mais en observant la proportion d'arbres jeunes, d'arbres matures et d'arbres en fin de vie. La distribution globale vous parle. Pour HD 140 283 en particulier, la méthode est à la fois plus précise et plus compliquée. L'étoile est ce qu'on appelle une sous-géante, ce qui signifie qu'elle est sur le point de quitter la séquence principale ou qu'elle vient de le faire. Son hydrogène central est presque épuisé. Elle commence à gonfler. Et sur le diagramme de Hertzsprung-Russell, sa position exacte correspond à un moment très précis de son évolution. Un peu comme si vous voyiez quelqu'un qui commence à avoir des cheveux gris et que vous pouviez déterminer son âge à 10 ans près, rien qu'en regardant l'exacte nuance de gris de ses tempes. Mais la précision de cette méthode dépend de plusieurs paramètres qu'il faut déterminer avec soin. D'abord, la luminosité réelle de l'étoile. Pas sa luminosité apparente, qui dépend de la distance, mais sa luminosité absolue, ce qu'elle rayonnerait si on la plaçait à une distance standardisée. Et pour calculer la luminosité absolue, il faut connaître la distance. C'est pourquoi la mesure de parallaxe de Bond en 2013 était si importante. Ensuite, il y a la composition chimique, et c'est ici que les choses deviennent particulièrement subtiles pour HD 140 283. Un modèle d'évolution stellaire standard est construit sur des hypothèses sur la composition des étoiles. Mais HD 140 283 n'est pas une étoile standard. Sa teneur en fer est 250 fois inférieure à celle du Soleil. Sa teneur en oxygène et en éléments alpha, calcium, magnésium, silicium, est également très différente. Appliquer un modèle standard à une étoile aussi atypique, c'est comme mesurer la taille d'un enfant avec une toise calibrée pour des adultes. Vous obtenez un résultat, mais ce résultat est systématiquement biaisé. Une étude publiée en décembre 2024 par une équipe de l'Université de Liège a mis en évidence ce problème avec une précision redoutable. En utilisant des tables d'opacité stellaire spécialement ajustées à la composition chimique unique de HD 140 283, les chercheurs ont obtenu un âge d'environ 12 milliards 300 millions d'années au lieu de 14 milliards. Une différence de presque 2 milliards d'années, simplement en améliorant les hypothèses sur la chimie de l'étoile. Et cet âge de 12 milliards 300 millions d'années est parfaitement compatible avec l'âge de l'univers. Mais d'autres études, notamment une analyse astérosismologique publiée en 2025, qui utilise les oscillations internes de l'étoile mesurées par le télescope spatial TESS, comme on utilise un stéthoscope pour écouter les battements d'un cœur, ont quant à elles obtenu un âge de 14 milliards 200 millions d'années, avec une incertitude de 400 millions d'années, ce qui replonge l'étoile dans la zone rouge. Il y a donc une plage d'estimation qui va de 12 à 14 milliards d'années selon la méthode et les hypothèses utilisées. Et c'est précisément cette plage, qui chevauche ou frôle l'âge de l'univers, qui fait de HD 140 283 un problème qui ne veut pas disparaître. Mais attendez, pour comprendre pourquoi cette étoile est un problème, il faut aussi comprendre d'où vient le chiffre de 13 milliards 800 millions d'années pour l'univers. D'où sort cette valeur? Est-elle fiable? Pourrait-elle être fausse? Mesurer l'âge de l'univers est un exercice d'une subtilité extraordinaire.
Ce n'est pas comme mesurer l'âge d'une roche avec la désintégration radioactive ou l'âge d'un os avec la méthode au carbone 14. L'univers est unique, il n'y en a qu'un, et il ne porte aucune étiquette d'anniversaire. La méthode principale repose sur l'expansion de l'univers elle-même. Nous savons depuis les travaux d'Edwin Hubble dans les années 20 que les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'univers est en expansion. Et si l'univers se dilate, cela signifie qu'en remontant le temps, il était plus petit, toujours plus petit, jusqu'au moment où il était infiniment petit et infiniment dense, le Big Bang. La logique est simple à saisir. Imaginez deux voitures qui s'éloignent l'une de l'autre à une certaine vitesse. Si vous connaissez cette vitesse et la distance qui les sépare maintenant, vous pouvez calculer combien de temps il a fallu depuis le moment où elles étaient au même endroit. L'univers fonctionne de la même façon. La constante de Hubble, qui mesure le taux d'expansion de l'univers, vous permet en principe de remonter jusqu'au Big Bang et de calculer sa durée. Mais cette approche a une limite évidente. La vitesse d'expansion n'a pas forcément été constante dans le temps. Elle a pu accélérer, ralentir, changer. Et en effet, nous savons maintenant que l'univers a connu des phases distinctes. D'abord un ralentissement dû à la gravité de la matière, puis une accélération mystérieuse qui a débuté il y a quelques milliards d'années et que nous attribuons à ce que nous appelons l'énergie sombre. Pour tenir compte de tout cela, les cosmologistes ne se contentent pas de la constante de Hubble. Ils utilisent un ensemble de données bien plus riche. Et c'est là qu'entre en scène l'instrument le plus puissant dont dispose l'humanité pour mesurer l'âge de l'univers, le fond diffus cosmologique. En anglais, on dit Cosmic Microwave Background, ou CMB. C'est la lueur fantôme du Big Bang lui-même. Juste après le Big Bang, l'univers est une soupe brûlante de particules et de photons. Tout est si chaud et si dense que la lumière ne peut pas voyager librement. Elle est sans cesse absorbée et réémise, coincée dans ce bouillon opaque. Et puis, environ 380 000 ans après le Big Bang, quelque chose de fondamental se produit. L'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons libres se combinent avec les noyaux d'hydrogène et d'hélium pour former des atomes neutres. Du coup, la lumière n'est plus bloquée. Elle peut se propager librement dans toutes les directions. L'univers devient transparent. Ce moment s'appelle la recombinaison. Et la lumière libérée à ce moment précis, il y a environ 13 800 millions d'années, voyage encore dans l'univers aujourd'hui. Mais l'expansion de l'espace l'a tellement étirée, tellement refroidie, qu'elle n'est plus de la lumière visible. Elle est devenue un rayonnement de micro-ondes, un fond de chaleur ultra diffus qui baigne l'univers entier à une température de moins de 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Ce fond diffus cosmologique a été découvert par hasard en 1965 par deux ingénieurs de Bell Telephone, Arno Penzias et Robert Wilson, qui cherchaient à améliorer une antenne radio et ne comprenaient pas d'où venait ce bruit parasite persistant qui ne disparaissait quelle que soit la direction dans laquelle ils pointaient leur instrument. Ce bruit parasite, c'était l'écho du Big Bang. Depuis, nous avons cartographié ce fond diffus avec une précision croissante. D'abord le satellite COBE, dans les années 90, qui a montré pour la première fois que le CMB n'est pas parfaitement uniforme, mais présente de minuscules fluctuations de température. Ces fluctuations, de l'ordre d'un 100 millième de degré, sont les empreintes digitales des premières structures de l'univers, les graines à partir desquelles toutes les galaxies allaient se former. COBE a valu à ses concepteurs, John Mather et George Smoot, le prix Nobel de physique en 2006. Puis est venu WMAP, le Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, lancé en 2001, qui a cartographié le CMB avec une résolution bien supérieure. WMAP a fourni la première mesure vraiment précise de l'âge de l'univers, 13 700 millions d'années, avec une incertitude relativement faible. Et enfin, le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2009, a produit la carte la plus détaillée jamais réalisée du CMB. En 2018, les données finales de Planck ont abouti à une valeur qui fait maintenant référence. L'âge de l'univers est de 13 787 millions d'années. L'incertitude sur ce chiffre est d'à peine 20 millions d'années, dans un sens ou dans l'autre. Pour des mesures à cette échelle, c'est d'une précision remarquable. Comment Planck arrive-t-il à cela ? En analysant le motif de ces minuscules fluctuations de température dans le CMB, ces fluctuations ne sont pas aléatoires. Elles portent l'empreinte de phénomènes physiques précis qui ont eu lieu dans les premières centaines de milliers d'années après le Big Bang. En particulier, des oscillations acoustiques, des ondes de pression, qui traversaient le plasma cosmologique comme le son traverse l'air, ont laissé des marques caractéristiques à des échelles angulaires spécifiques dans le CMB. La position et l'intensité de ces pics acoustiques
sont comme un code-barre cosmique. Si vous connaissez la composition de l'univers, la proportion de matière ordinaire, de matière sombre et d'énergie sombre, et la vitesse d'expansion, vous pouvez prédire exactement ce code-barre. En retournant le problème, en mesurant le code-barre et en cherchant quelle combinaison de paramètres le reproduit, vous obtenez l'âge de l'univers. Et la réponse, obtenue de façon totalement indépendante des mesures stellaires, est confirmée en 2025 par le télescope cosmologique d'Atacama, situé dans les Andes chiliennes. 13 milliards 800 millions d'années, avec une incertitude inférieure à 1%. Ce chiffre est solide. Il est confirmé par de multiples instruments indépendants, soutenus par plusieurs méthodes théoriques qui n'ont aucun lien entre elles. C'est l'une des mesures les mieux établies de toute la cosmologie. Et c'est précisément pour cela que l'étoile Mathusalem, avec son âge estimé entre 12 et 14 milliards d'années, est si troublante. Parce que l'une des deux mesures, celle de l'étoile ou celle de l'univers, doit être fausse. Ou alors, les deux sont correctes, et c'est notre physique fondamentale qui est incomplète. Voilà le vrai problème. Pas un simple désaccord de chiffres, un gouffre entre ce que l'étoile dit et ce que l'univers dit. Deux calendriers qui affichent des dates incompatibles, et personne ne sait lequel est juste, lequel est erroné, ou si tous les deux ont besoin d'être corrigés. Et quand on pose les deux mesures côte à côte, quand on regarde vraiment les chiffres en face, on réalise que l'ampleur du problème est bien plus grande qu'il n'y paraît à première vue. Posez les deux chiffres côte à côte sur une table. D'un côté, 13 milliards 800 millions d'années, l'âge de l'univers. De l'autre, entre 14 milliards 200 millions et 14 milliards 500 millions d'années, l'âge estimé de l'étoile Mathusalem selon les mesures les plus citées. La soustraction est simple. La conséquence, elle, ne l'est pas. Voilà comment Howard Bond, l'astronome qui a dirigé les mesures de Hubble en 2013, a résumé le problème avec une franchise brutale. Soit la cosmologie est fausse, soit la physique stellaire est fausse, soit la distance de l'étoile est fausse. Il a dit cela publiquement, à une conférence de la Société astronomique américaine, devant une salle pleine de collègues. Et la salle n'a pas ri, elle a écouté en silence. Parce que l'argument est d'une logique implacable. Une étoile ne peut pas être née avant le Big Bang. Ce n'est pas une question d'opinion ou d'interprétation, c'est une contrainte physique absolue. Si l'univers a 13 milliards 800 millions d'années, rien à l'intérieur de cet univers ne peut avoir plus de 13 milliards 800 millions d'années. Un enfant ne peut pas être plus vieux que sa mère. Un fruit ne peut pas mûrir avant que l'arbre existe. Si une étoile semble plus vieille que l'univers, c'est qu'une des deux mesures est incorrecte. Point final. Mais laquelle ? Et de combien ? C'est là que le débat prend une ampleur vertigineuse. Les premières estimations publiées aux alentours de l'an 2000, basées en partie sur les données du satellite européen Hipparcos, situaient l'âge de HD 140 283 à 16 milliards d'années. Ce chiffre représentait un écart de plus de 2 milliards d'années avec l'âge de l'univers. 2 milliards d'années, ce n'est pas une imprécision de mesure. Ce n'est pas une incertitude qui se résorbe en affinant légèrement les paramètres. C'est l'équivalent de presque la moitié de l'âge du système solaire. C'est le temps qu'il a fallu à la Terre pour passer d'une boule de roche en fusion à une planète avec des continents et des océans. Ce n'est pas une erreur négligeable, c'est un gouffre. La réaction immédiate d'une partie de la communauté scientifique a été de dire « il y a forcément une erreur dans les mesures de l'étoile ». L'astrophysicienne britannique Tamara Davis, de l'université du Queensland, a résumé la position de beaucoup. Il existe de nombreuses, très nombreuses mesures qui convergent vers un âge de l'univers d'environ 14 milliards d'années. Et l'étoile Mathusalem, aussi intrigante soit-elle, est un objet unique dont les estimations d'âge comportent des sources d'incertitude importantes. Mais d'autres chercheurs ont choisi de prendre le problème au sérieux. Pas pour rejeter le Big Bang, pas pour affirmer que l'univers est plus vieux qu'on le pense, mais pour pointer quelque chose de fondamental. Quand une mesure soigneuse et répétée d'un objet physique réel semble contredire notre modèle de l'univers, cela mérite une investigation rigoureuse, pas une esquive. Et c'est précisément cette investigation rigoureuse que les décennies suivantes ont apportée. Méthodiquement, patiemment, en tâtant chaque maillon de la chaîne de raisonnement pour trouver où elle cède. La première cible évidente, la distance. Si vous connaissez mal la distance qui vous sépare d'une étoile, vous connaissez mal sa luminosité réelle. Si vous connaissez mal sa luminosité réelle, vous vous trompez sur sa position dans le diagramme de Hertzsprung-Russell. Et si vous vous trompez sur cette position, votre estimation d'âge est biaisée de façon systématique. La distance est le talon d'Achille de presque toute l'astronomie observationnelle. Mesurer la distance d'une étoile est un problème vieux comme l'astronomie elle-même. La méthode de base s'appelle le parallaxe. L'idée est d'une élégance géométrique simple.
Observez une étoile depuis 2 positions différentes de l'orbite terrestre autour du Soleil, séparées de 6 mois. L'étoile semble légèrement se déplacer par rapport au fond de ciel lointain, comme votre pouce semble changer de position quand vous alternez l'œil gauche et l'œil droit. Plus l'étoile est proche, plus ce déplacement apparent est grand. En mesurant l'angle de ce déplacement, vous pouvez calculer la distance. La géométrie de base est celle d'un triangle. Le problème est que même pour les étoiles relativement proches, cet angle est minuscule, infime. Pour HD 140 283, il est à peine supérieur à 1/100 millième de degré. Mesurer un angle aussi petit depuis le sol, à travers l'atmosphère terrestre qui fait trembler et brouiller la lumière des étoiles, est une tâche qui flirte avec les limites du possible. C'est pour cette raison que les astronomes ont attendu l'ère des satellites avec une impatience fébrile. Le premier satellite dédié à la mesure précise des distances stellaires s'appelle Hipparcos, l'acronyme anglais de High Precision Parallax Collecting Satellite, choisi aussi en hommage à l'astronome grec Hipparque, père de l'astronomie de position, qui cartographia le ciel 2000 ans avant nous. Lancé par l'Agence spatiale européenne en 1989, Hipparcos a fonctionné jusqu'en 1993 et a mesuré les distances de plus de 118 000 étoiles avec une précision alors sans précédent. Les données d'Hipparcos sur HD 140 283 ont placé l'étoile à une distance d'environ 190 années-lumière. Et avec cette distance, en combinaison avec les modèles d'évolution stellaire disponibles à l'époque, les estimations d'âge convergeaient vers des valeurs alarmantes. Les résultats autour de l'an 2000, qui donnaient 16 milliards d'années, étaient en partie fondés sur ces données Hipparcos. L'équipe de Howard Bond a donc décidé de reprendre le problème à la racine. Elle a utilisé les capteurs de guidage fin du télescope spatial Hubble, des instruments d'une précision bien supérieure à celle d'Hipparcos pour les étoiles individuelles brillantes, et a mesuré le parallaxe de HD 140 283 sur 11 séries d'observations étalées entre 2003 et 2011. 8 années d'observations soigneuses pour mesurer un angle infime avec une incertitude 5 fois plus petite que celle d'Hipparcos. Le résultat est apparu en 2013. La distance à HD 140 283 est d'environ 190 années-lumière, soit environ 58 parsecs. Mais la précision sur cette valeur est désormais bien meilleure, et cela change le calcul de la luminosité absolue de l'étoile, et donc son âge estimé. L'âge tombe à 14 460 millions d'années. La réduction par rapport aux 16 milliards est significative. Mais le problème ne disparaît pas. L'étoile reste potentiellement plus vieille que l'univers. Puis est arrivée Gaïa. Lancée par l'Agence spatiale européenne en décembre 2013, la mission Gaïa représente un bond qualitatif gigantesque dans notre capacité à mesurer les distances stellaires. Là où Hipparcos avait mesuré 118 000 étoiles avec une précision d'1 millième de seconde d'arc, Gaïa en mesure 1,7 milliard avec une précision 1000 fois supérieure pour les étoiles les plus brillantes. C'est comme remplacer une carte routière dessinée à main levée par une photographie satellite au centimètre près. Les premières données de Gaïa sur HD 140 283 sont arrivées en 2018, avec le deuxième catalogue du satellite. La distance obtenue est légèrement différente de celle de Hubble, environ 200 années-lumière, soit environ 62 parsecs. Une étoile plus éloignée que ce qu'on croyait, et une étoile plus éloignée est intrinsèquement plus lumineuse pour produire le même éclat apparent. Et une étoile plus lumineuse est, selon les modèles, légèrement plus jeune. En 2021, le troisième catalogue de Gaïa a affiné encore la distance, avec une incertitude de seulement 0,16%. L'une des mesures de distance stellaire les plus précises jamais réalisées. Et pourtant, même avec cette précision extraordinaire, même avec la distance la mieux mesurée de son histoire, le problème de l'étoile Mathusalem ne s'est pas évaporé. Il s'est simplement déplacé. Les nouvelles distances de Gaïa impliquent que l'étoile est un peu plus massive qu'on ne le pensait, ce qui raccourcit son âge estimé. Mais des estimations différentes, utilisant des hypothèses différentes sur la composition chimique ou sur les paramètres de mélange convectif dans le modèle stellaire, continuent de produire des âges qui s'étendent de 12 à 14 milliards d'années. Ce que la saga des mesures de parallaxe a montré, c'est que chaque amélioration de la précision rapproche le problème de la résolution, sans jamais tout à fait l'éliminer, comme un horizon qui recule à mesure qu'on avance. Les données de Gaïa ont réduit l'incertitude sur la distance à un niveau impressionnant. Mais l'âge de l'étoile dépend aussi des modèles d'évolution stellaire. Et ces modèles, pour une étoile aussi chimiquement atypique que HD 140 283, comportent des incertitudes propres qui ne disparaissent pas avec une meilleure mesure de distance. Ce n'est pas un constat de défaite, c'est une invitation à regarder plus profondément ce que cette étoile nous dit d'elle-même. Et ce qu'elle dit est,
à sa façon, aussi troublant que son âge. Pour comprendre pourquoi HD 140 283 est si difficile à modéliser correctement, et pourquoi ses origines sont si radicalement différentes de celles d'une étoile comme le Soleil, il faut remonter aux toutes premières secondes de l'univers. Très loin avant la formation du premier astre, avant même les premières galaxies, il y avait un moment où l'univers entier ne contenait que deux éléments, l'hydrogène et l'hélium. Le Big Bang n'a pas produit les éléments du tableau de Mendeleïev, il n'a fabriqué que les plus simples. Dans les premières minutes après le Big Bang, quand l'univers était un plasma de chaleur extrême, des réactions nucléaires spontanées ont fusionné des protons et des neutrons pour former des noyaux légers. Le résultat, environ 75% d'hydrogène, 25% d'hydrogène, 25% d'hélium et des traces infimes de lithium et de beryllium. C'est tout. L'univers primordial était d'une pauvreté chimique absolue. Les éléments plus lourds, le carbone, l'oxygène, le fer, le calcium, le silicium, tous les éléments qui composent les roches, les métaux, les organismes vivants, n'existaient nulle part. Ils devaient être fabriqués. Et la seule usine capable de les produire est le cœur d'une étoile en train de fusionner des noyaux atomiques sous des pressions et des températures inimaginables. Puis, quand cette étoile meurt en supernova, elle disperse ses produits dans le milieu interstellaire, contaminant le gaz environnant d'éléments lourds qui pourront servir à la formation d'une génération suivante d'étoiles. Cette contamination progressive est ce que les astronomes appellent l'enrichissement chimique de l'univers. Les étoiles les plus anciennes, nées quand l'univers était encore jeune et chimiquement pur, n'ont eu accès qu'à très peu de ces éléments lourds. Leurs descendants, les étoiles nées plus tard, après plusieurs générations de supernovae, baignent dans un milieu bien plus riche. Notre Soleil, né il y a environ 5 milliards d'années, s'est formé à partir d'un nuage de gaz déjà enrichi par d'innombrables générations d'étoiles mortes. Il contient environ 2% d'éléments plus lourds que l'hélium. Dans ce schéma, les astronomes distinguent 3 grandes familles d'étoiles selon leur âge et leur composition. La population, 1, regroupe les étoiles récentes, riches en métaux, comme le Soleil. La population 2 rassemble les étoiles anciennes, pauvres en métaux, nées dans les premières milliards d'années de l'univers, comme HD 140 283. Et la population 3, enfin, est la génération mythique des toutes premières étoiles, celles qui n'avaient absolument aucun métal, formées directement du gaz primordial du Big Bang. Ces étoiles de population 3 ne sont pas une hypothèse spéculative, elles sont une prédiction inévitable de notre physique. Si le Big Bang n'a créé que de l'hydrogène et de l'hélium, alors les premières étoiles devaient être formées uniquement de ces éléments. Elles n'avaient aucun autre choix chimique. Et les simulations montrent que sans métaux pour refroidir efficacement les nuages de gaz en effondrement, ces premières étoiles devaient être gigantesques, parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fois la masse du Soleil. Des monstres lumineux, brûlant leur carburant à une vitesse effrénée, et mourant en quelques millions d'années seulement dans des explosions titanesques. Ces explosions ont libéré dans l'espace les premiers éléments lourds jamais forgés dans un cœur stellaire. Carbone, oxygène, magnésium, calcium. Pour la première fois dans l'histoire de l'univers, autre chose que de l'hydrogène et de l'hélium flottait dans le cosmos. Le gaz résiduel, lentement refroidi après ses premières supernovae, a pu se contracter à nouveau et former une deuxième génération d'étoiles, la population 2. Les premières étoiles à posséder ne serait-ce qu'une infime trace d'éléments lourds. Et c'est précisément là que se situe HD 140 283. Elle n'est pas une étoile de population 3. Si elle l'avait été, elle serait morte depuis longtemps, car les étoiles de population 3 sont toutes tellement massives qu'elles n'ont pu vivre que quelques millions d'années. HD 140 283 est une étoile de population 2, née dans la toute première vague de la deuxième génération stellaire. Elle contient une minuscule quantité d'éléments lourds, 250 fois moins de fer que le Soleil, qui trahissent l'existence de quelques supernovae de population 3 avant elle, qui ont légèrement enrichi le milieu dont elle est issue. Ce que cela signifie concrètement est vertigineux. HD 140 283 est une étoile qui a survécu au tout début de l'époque des étoiles. Elle a allumé ses feux alors que l'univers n'était encore qu'un bébé, à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, dans ce que les cosmologistes appellent l'âge sombre cosmique, cette longue période de ténèbres entre le refroidissement du fond diffus cosmologique et l'allumage des premières lumières stellaires. Elle a vu les premières galaxies se former autour d'elle. Elle était probablement membre d'une petite galaxie naine primitive, une île stellaire microscopique comparée à la Voie lactée actuelle. Et cette galaxie naine a été dévorée par la Voie lactée naissante il y a plus de 12 milliards d'années.
Les astronomes savent cela parce que l'orbite allongée de HD 140 283 dans notre galaxie, son mouvement à grande vitesse à travers le plan galactique, porte l'empreinte de ce passé turbulent. Elle traverse notre voisinage stellaire à une vitesse vertigineuse, ne faisant que passer, portant en elle la mémoire de la galaxie qui l'a vue naître et qui n'existe plus depuis des éons. Il n'y a pas de planète autour d'elle. Il ne pouvait pas y en avoir. Pour former une planète rocheuse, il faut des silicates, du fer, du calcium, des éléments lourds. Et au moment où HD 140 283 s'est formée, il n'y en avait pratiquement pas. Elle est peut-être la première génération d'étoiles autour de laquelle la vie, au sens où nous l'entendons, était strictement impossible. Regarder cette étoile depuis la Terre, c'est regarder un état du cosmos qui précède tout ce que nous connaissons. Pas de planète, pas de chimie organique, pas de galaxie structurée. Un univers dans sa prime jeunesse, encore balbutiant, encore en train de forger des briques qui allaient permettre, des milliards d'années plus tard, l'émergence de la matière complexe, de la chimie, de la vie. Et cette étoile témoin brille encore, à 200 années-lumière de chez nous, indifférente à l'émerveillement qu'elle suscite. Mais voici ce qui est étrange. Si l'âge de HD 140 283 pose un problème à la cosmologie, ce problème ne concerne pas seulement cette étoile. Il touche quelque chose de bien plus large, quelque chose qui agite depuis des années les physiciens du monde entier. Quelque chose qui n'a toujours pas de réponse et dont les implications, si elles s'avèrent correctes, forceraient à réécrire des pans entiers de notre compréhension du cosmos. Ce quelque chose s'appelle la constante de Hubble, et autour d'elle, une crise couve depuis des décennies dans les profondeurs de la cosmologie. La constante de Hubble mesure une chose simple en apparence. À quelle vitesse l'univers s'étend-il ? Mais sa valeur précise est bien plus qu'un simple chiffre de physique. Elle commande directement l'âge de l'univers. Plus l'univers se dilate vite, plus il est jeune. Parce qu'une expansion rapide signifie que les galaxies actuellement éloignées les unes des autres ont mis moins de temps à atteindre ces distances. Et moins de temps signifie un univers plus jeune. C'est une relation aussi mécanique qu'une horloge. Ajuster le taux d'expansion et l'aiguille du temps cosmique avance ou recule. La constante de Hubble se mesure en deux façons radicalement différentes. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les deux façons donnent des résultats incompatibles. La première méthode regarde l'univers proche. Les astronomes utilisent ce qu'on appelle l'échelle des distances cosmiques, une sorte d'escalier géant qui part des étoiles de notre galaxie et monte vers des distances toujours plus grandes. Le premier échelon utilise le parallaxe de Gaïa pour mesurer les distances des étoiles voisines. Le deuxième échelon s'appuie sur des étoiles céphéides, des étoiles dont la luminosité pulse à une fréquence qui dépend précisément de leur luminosité réelle. En observant cette fréquence, on connaît leur éclat vrai, et en comparant avec leur éclat apparent, on déduit la distance. Le troisième échelon utilise des supernovae de type 1A, des explosions d'étoiles d'une luminosité si standardisée qu'on peut les utiliser comme phares cosmiques visibles à des distances fantastiques. En combinant ces trois échelons, l'équipe SH0ES, dirigée par Adam Riess, prix Nobel de physique 2011, obtient une constante de Hubble d'environ 73. La deuxième méthode regarde le fond diffus cosmologique, la lumière du Big Bang lui-même. Le satellite Planck et ses successeurs analysent les structures microscopiques de ce rayonnement, les pics acoustiques, les ondulations dans la distribution de la chaleur, pour en déduire tous les paramètres fondamentaux de l'univers, y compris son taux d'expansion actuel. Et ce calcul donne une constante de Hubble d'environ 67. 67 contre 73. La différence semble modeste, mais elle ne l'est pas. Dans le domaine de la cosmologie de précision, où les incertitudes sont réduites à moins d'1%, un écart de près de 9% entre deux méthodes indépendantes n'est pas une fluctuation statistique anodine. C'est un signal fort, reproductible, confirmé par de nombreux instruments différents et dont la signification statistique dépasse maintenant le seuil critique de 5 sigma. C'est-à-dire qu'il y a moins d'une chance sur 3,5 millions que ce soit le fruit du hasard. Ce désaccord porte un nom, la tension de Hubble. En anglais, le Hubble Tension. Et depuis que James Webb a confirmé en 2024 que les mesures des étoiles céphéides de Hubble étaient correctes, éliminant ainsi l'hypothèse d'une erreur systématique dans les instruments, la tension est devenue une crise. Comprenons la conséquence directe pour l'étoile Mathusalem. Si la constante de Hubble est vraiment 67, l'univers a 13 800 millions d'années, et une étoile de 14 milliards d'années est problématique. Mais si la constante de Hubble est 73, l'univers est plus jeune encore, autour de 13 milliards, ou même moins selon certains calculs. Et une étoile de 14 milliards d'années devient alors encore plus impossible, encore plus criante de contradictions.
L'ironie est totale. La méthode qui mesure l'univers directement, en regardant les étoiles et les galaxies d'aujourd'hui, donne un univers plus jeune que celui calculé à partir de la lumière ancienne du Big Bang. Et les deux résultats, pris séparément, semblent solides. Ce n'est pas une erreur évidente. Ce n'est pas un bug qu'on peut corriger en refaisant les calculs avec plus de soin. C'est une fracture dans nos deux façons les plus fiables de lire l'âge du cosmos. Certains chercheurs pensent que la résolution viendra d'une physique nouvelle dans l'univers primitif, une forme d'énergie sombre précoce, par exemple, qui aurait brièvement accéléré l'expansion au tout début et fausserait les calculs basés sur le fond diffus. D'autres estiment qu'il y a des erreurs systématiques cachées dans les deux méthodes, encore non identifiées. D'autres encore commencent à murmurer une hypothèse bien plus radicale. Peut-être que notre modèle standard de l'univers, ce que les cosmologistes appellent le modèle lambda CDM, qui intègre la matière ordinaire, la matière sombre et l'énergie sombre dans un cadre précis, est fondamentalement incomplet. Et si le modèle est incomplet, l'âge de l'univers que nous en déduisons l'est aussi. Ce qui signifie que l'étoile Mathusalem, paradoxalement, serait peut-être simplement en train de nous montrer cette incomplétude depuis son orbite silencieuse dans le halo galactique. Ce conflit dans la constante de Hubble n'est qu'une face du problème, parce que la nature de la force qui gouverne l'accélération de l'univers, cette énergie sombre dont nous venons de parler, est elle-même remise en question d'une façon qui pourrait tout changer. En 1998, deux équipes d'astronomes travaillaient en concurrence acharnée sur le même problème, mesurer la façon dont l'expansion de l'univers ralentit avec le temps. L'idée était simple. La gravité de toute la matière de l'univers devait freiner son expansion, comme un ballon qu'on aurait lancé vers le haut et qui ralentit progressivement sous l'effet de la pesanteur terrestre. La question était seulement, à quelle vitesse le freinage se produisait-il ? Pour répondre, les deux équipes utilisaient des supernovae de type 1A, des explosions d'étoiles d'une puissance et d'une régularité si standardisées qu'on peut les employer comme des phares cosmiques dont on connaît d'avance la luminosité exacte. En comparant cette luminosité théorique avec la luminosité apparente mesurée, on déduit la distance. En comparant la distance avec le décalage vers le rouge de la lumière, on mesure la vitesse de récession. Et en compilant des dizaines de supernovae à différentes distances, on reconstruit l'histoire de l'expansion. L'équipe de Saul Perlmutter travaillait depuis 1988. L'équipe de Brian Schmidt, avec Adam Riess comme analyste principal des données, avait commencé en 1994. Deux groupes rivaux, deux approches légèrement différentes, deux jeux de données indépendants. Et en 1998, les deux équipes sont arrivées séparément au même résultat. Un résultat si inattendu que chacune a d'abord cru à une erreur dans ses propres calculs. Les supernovae lointaines étaient trop pâles. Pas légèrement, pas dans la marge d'erreur. Trop pâles de façon mesurable et cohérente. Ce qui voulait dire une seule chose, elles étaient plus éloignées qu'elles n'auraient dû l'être si l'expansion de l'univers ralentissait. L'univers n'était pas en train de freiner, il accélérait. L'expansion s'emballait de plus en plus vite, poussée par une force inconnue que personne n'avait prévue, et que personne ne comprend encore vraiment aujourd'hui. Une force qui repousse tout, qui étire l'espace lui-même, et qui domine à présent l'énergie totale de l'univers à hauteur d'environ 68%. On l'a appelée l'énergie sombre. Schmidt a dit publiquement qu'il pensait avoir commis une erreur, que le résultat leur semblait si improbable qu'ils ont repassé leurs calculs plusieurs fois avant d'accepter ce qu'ils voyaient. Mais l'erreur refusait de disparaître, parce que ce n'en était pas une. Le magazine Science a proclamé la découverte avancée scientifique de l'année en décembre 1998. Et en 2011, Perlmutter, Schmidt et Riess ont reçu le prix Nobel de physique pour cette découverte. L'énergie sombre a changé la cosmologie de fond en comble. Elle a obligé les physiciens à réintroduire dans leurs équations quelque chose qu'Einstein avait lui-même inclus, puis rejeté, la constante cosmologique. Ce terme représentant une énergie inhérente au vide de l'espace, une sorte de tension du tissu cosmique qui repousse plutôt qu'elle m'attire. Einstein l'avait qualifié de sa plus grande erreur. La réalité a montré qu'il avait tort d'en avoir honte. Mais voici ce que l'énergie sombre fait au problème de l'étoile Mathusalem. Dans notre modèle cosmologique standard, appelé lambda CDM, lambda pour l'énergie sombre, CDM pour la matière sombre froide, l'énergie sombre est traitée comme une constante, une valeur fixe, immuable, qui a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui et le sera toujours. Si c'est le cas, le calcul de l'âge de l'univers est relativement bien contraint, et on obtient ce chiffre de 13 800 millions d'années. Mais si l'énergie sombre n'est pas constante, si elle a été différente dans le passé,
Si elle a évolué au cours de l'histoire cosmique, alors tout change. Un univers qui aurait connu une énergie sombre plus faible dans ses premiers milliards d'années aurait expansé plus lentement au début, ce qui signifie qu'il aurait fallu plus de temps pour atteindre son état actuel. Et un univers qui a mis plus de temps est un univers plus vieux. Dans certains modèles théoriques d'énergie sombre variable, l'âge de l'univers pourrait dépasser les 15 milliards d'années. Certains modèles exotiques proposent même un univers de 26 milliards d'années, comme l'a suggéré l'astrophysicien Rajendra Gupta en 2023. Si ces chiffres sont justes, l'étoile Mathusalem ne pose plus aucun problème. Elle serait confortablement plus jeune que son univers, avec de la marge. Et voilà que, en 2024 puis 2025, le Dark Energy Spectroscopic Instrument, un instrument de cartographie cosmologique de pointe installé sur un télescope en Arizona, publie ses premiers et deuxièmes ensembles de résultats majeurs. En analysant les spectres de millions de galaxies pour reconstituer une carte tridimensionnelle de l'univers sur les 11 derniers milliards d'années, DESI détecte quelque chose d'inattendu. Les données suggèrent que l'énergie sombre n'est peut-être pas constante, qu'elle aurait pu être plus forte dans le passé récent et s'affaiblir progressivement, que le lambda de notre modèle lambda CDM serait en train de changer. Adam Riess lui-même, co-découvreur de l'énergie sombre et prix Nobel, a commenté ces résultats en disant que, si cela se confirme, ce serait le premier vrai indice sur la nature de l'énergie sombre depuis 25 ans. Michael Turner, le physicien qui a inventé le terme énergie sombre dans les années 90, a parlé de la meilleure nouvelle entendue depuis que l'accélération cosmique a été établie. La signification statistique des données DSI, combinée avec d'autres mesures cosmologiques, atteint entre 3 et 4 sigma selon les jeux de données utilisés. Ce n'est pas encore suffisant pour crier à la découverte, mais c'est assez pour que la communauté scientifique mondiale se soit mise en état d'alerte. Si l'énergie sombre évolue avec le temps, notre modèle standard de l'univers est fondamentalement incomplet. Et si ce modèle est incomplet, l'âge de l'univers qu'on en dérive l'est aussi. Ce qui signifie que l'étoile Mathusalem pourrait cesser d'être une anomalie et devenir simplement le premier signe que nous avions mal calibré notre horloge cosmique depuis le début. Ce n'est pas la seule fissure que le télescope spatial James Webb a contribué à ouvrir dans notre vision du cosmos. Depuis son lancement en décembre 2021, le télescope James Webb révolutionne l'astronomie des galaxies lointaines avec une régularité qui commence à devenir presque gênante. Conçu pour voir plus loin et plus tôt que tous ses prédécesseurs, il observe l'univers dans l'infrarouge avec une sensibilité sans précédent, capable de détecter la lumière de galaxies si lointaines que cette lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années avant de l'atteindre. Ce que James Webb a trouvé dans ses profondeurs, personne ne l'attendait. Revenons d'abord sur GN-Z11, une galaxie découverte initialement par Hubble en 2015. Sa lumière a quitté sa source environ 430 millions d'années après le Big Bang. Elle était déjà massive, lumineuse, structurée, et des observations de James Webb publiées en 2023 ont révélé qu'elle contenait même un trou noir supermassif actif au centre. Un trou noir d'environ 1,5 million de masse solaire, déjà formé moins de 500 millions d'années après le Big Bang. Comment un trou noir aussi massif a-t-il pu se former si tôt ? Nos modèles standards de formation des trous noirs et des galaxies ne l'expliquent pas facilement. Et puis est venu JADES-GS-Z14-0, découverte et confirmée spectroscopiquement en 2024 par le programme JADES de James Webb. Cette galaxie est observée à un redshift de 14,3, ce qui correspond à un moment à peine 290 millions d'années après le Big Bang. À ce stade, l'univers n'avait même pas 2% de son âge actuel. Et pourtant, cette galaxie était déjà étendue, plus de 1600 années-lumière de diamètre, brillante et peuplée d'étoiles massives en train de former les premiers éléments lourds. La présence d'oxygène dans son spectre est particulièrement troublante. Cela signifie que des générations d'étoiles avaient déjà eu le temps de naître, de fusionner des éléments lourds et de mourir en supernova, dispersant ces éléments dans le milieu interstellaire. Tout cela en moins de 300 millions d'années. 300 millions d'années. Notre Soleil mettra encore 5 milliards d'années pour atteindre la fin de sa vie, soit 15 fois ce délai. Et cette galaxie lointaine avait déjà traversé plusieurs générations stellaires complètes en un temps aussi court. La découverte a été décrite par Brant Robertson, professeur à l'Université de Californie à Santa Cruz et auteur principal de l'une des études, comme complètement imprévue et probablement destinée à être considérée comme la découverte extragalactique la plus significative faite avec James Webb à ce jour. Ce n'est pas une formule creuse, c'est la constatation que quelque chose dans nos théories de formation des galaxies est fondamentalement sous-estimé.
Les simulations informatiques que les cosmologistes utilisent pour reproduire l'évolution de l'univers primitif ne produisent pas de galaxies de cette taille et de cette luminosité à cette époque. Elles ne peuvent tout simplement pas. Ce qui lie cette découverte au paradoxe de l'étoile Mathusalem n'est pas superficiel. Dans les deux cas, une étoile apparemment trop vieille pour son univers, des galaxies apparemment trop matures pour leur époque, la même question se pose. Notre chronologie cosmique est-elle exacte ? Nos modèles de formation des structures, qu'il s'agisse d'étoiles individuelles ou de galaxies entières, sont-ils complets ? Si les galaxies peuvent se former et mûrir bien plus vite que nos théories ne le prédisent, peut-être que les étoiles aussi peuvent naître et vieillir selon une chronologie que nos modèles sous-estiment. Ou peut-être, et c'est là que les choses deviennent vraiment inconfortables, peut-être que l'univers est plus vieux que ce que nous pensons. Pas de quelques centaines de millions d'années, potentiellement d'1 milliard ou plus. Et si c'est le cas, une étoile de 14 milliards d'années n'est plus une anomalie. Elle est simplement une vieille étoile dans un vieux cosmos que nous avions mal lu. Bien sûr, avant d'aller si loin, il faut honnêtement examiner toutes les alternatives plus modestes. Et certains chercheurs ont proposé des explications qui ne nécessitent pas de réviser l'âge de l'univers. La première piste, peut-être que les modèles d'évolution stellaire appliqués à HD 140283 sont simplement incorrects, et pas pour les raisons les plus évidentes. Il existe dans les étoiles de vieux systèmes une subtilité physique appelée la diffusion des éléments, le phénomène par lequel les atomes les plus lourds, sous l'effet de la gravité, migrent lentement vers le centre de l'étoile au cours du temps. Si les éléments lourds de surface s'enfoncent dans les profondeurs, l'étoile semble chimiquement plus pauvre en métaux qu'elle ne l'est réellement, et une étoile apparemment plus pauvre en métaux est modélisée comme plus ancienne. Corriger pour cet effet systématique peut baisser l'âge estimé d'1 ou 2 milliards d'années. Plusieurs études récentes, notamment celle de l'Université de Liège, publiée en décembre 2024, ont montré que ce type de correction déplace l'âge de HD 140 283 vers des valeurs de 12 à 13 milliards d'années, parfaitement compatibles avec un univers de 13 milliards 800 millions d'années. La deuxième piste, la cosmologie cyclique. Roger Penrose, prix Nobel de physique 2020, a proposé un modèle appelé la cosmologie cyclique conforme, dans lequel l'univers ne commence pas et ne finit pas, mais traverse une succession infinie de cycles, des éons, où la fin distante de chaque cycle devient, par une transformation géométrique élégante appelée remappage conforme, le Big Bang du cycle suivant. Dans ce cadre, notre univers serait simplement le dernier chapitre d'une série infinie. Et l'âge absolu d'une étoile, comme HD 140 283, n'aurait plus le même sens. Elle serait née dans notre éon, mais le tissu cosmique aurait une profondeur temporelle infinie. C'est une idée intellectuellement séduisante, mais la grande majorité des cosmologistes l'écartent, faute de preuves. Les signatures que Penrose prédit dans le fond diffus cosmologique, des anneaux concentriques de température uniforme laissés par des trous noirs du cycle précédent, n'ont pas été trouvées de façon concluante dans les données de Planck. Le modèle inflation plus Big Bang correspond aux données observationnelles bien mieux que la cosmologie cyclique. Une troisième voie concerne ce qu'on appelle les modèles de bulles locales. Certains physiciens ont proposé que notre portion d'univers observable se trouve dans une région légèrement sous-dense par rapport à la moyenne cosmique. Dans ce cas, le taux d'expansion locale que nous mesurons serait légèrement différent du taux moyen de l'univers, biaisé vers le haut à cause de notre position particulière dans la structure de grande échelle du cosmos. Ce biais pourrait expliquer une partie de la tension de Hubble sans invoquer de nouvelles physiques fondamentales. Mais ce scénario ne résoudrait qu'une partie du problème, et les observations actuelles contraignent l'étendue et la profondeur d'une telle anomalie locale à des valeurs qui ne peuvent pas tout expliquer. Et puis, il y a une quatrième possibilité, la plus fondamentale et la plus inconfortable de toutes. Nos modèles de nucléosynthèse primordiale pourraient comporter des erreurs encore non détectées. La nucléosynthèse primordiale, c'est le processus par lequel les premiers noyaux d'hélium, de lithium et de deutérium se sont formés dans les premières minutes après le Big Bang. Ce processus est modélisé avec une précision qui semble extraordinaire. Et pourtant, il existe un écart persistant entre la quantité de lithium prédite par ces modèles et la quantité de lithium observée dans les vieilles étoiles métal pauvres. Ce problème du lithium, connu depuis des décennies, n'a jamais été résolu de façon satisfaisante. Si nos modèles de nucléosynthèse ont un défaut systématique, cela affecterait nos calculs des conditions de l'univers primitif et, par cascade, notre estimation de l'âge de l'univers. Aucune de ces théories alternatives ne ferme le problème. Chacune en résout une partie
et en laisse une autre ouverte. Le problème du lithium est réel, mais ne suffit pas à tout expliquer. La cosmologie cyclique est mathématiquement cohérente, mais n'est pas supportée par les données observationnelles actuelles. Les bulles locales sont limitées, et même les corrections de diffusion des éléments dans les modèles stellaires ne font pas l'unanimité. Une étude astérosismologique de 2025, utilisant les données du satellite TESS, a retrouvé un âge de 14 200 millions d'années pour HD 140 283, avec une incertitude de 400 millions d'années. L'étoile revient obstinément dans la zone problématique. Voilà donc où nous en sommes. Une étoile que l'on peut voir aux jumelles par une nuit claire, perdue dans la constellation de la Balance, à peine à 200 années-lumière, porte en elle une question qui demeure sans réponse définitive après 20 ans d'investigation intensive. Son âge estimé flotte entre 12 et 14 milliards d'années, selon les méthodes et les hypothèses. L'âge de l'univers est de 13 800 millions d'années, selon les meilleures mesures disponibles. La zone de chevauchement existe, mais elle est inconfortable. Trop mince pour qu'on la regarde sans sourciller. Les implications pour la physique sont profondes. Si l'étoile est véritablement à l'extrémité haute de son âge estimé, l'une au moins des choses suivantes doit être vraie. Nos modèles d'évolution stellaire contiennent des erreurs systématiques que nous n'avons pas encore identifiées, ou notre mesure de l'âge de l'univers est biaisée, ou la nature de l'énergie sombre est différente de ce que nous supposons depuis 1998, ou il y a de la physique fondamentale inconnue dans l'univers primitif qui change notre chronologie cosmique. Ce n'est pas un menu d'options modeste. Chacune de ces possibilités, si elle s'avérait, serait une révolution. Ce qui est peut-être le plus fascinant dans cette histoire, c'est que l'objet au cœur du mystère n'est pas un trou noir lointain, ni une galaxie au bout de l'univers observable, ni une particule détectée dans un accélérateur. C'est une vieille étoile ordinaire, prosaïque, assez brillante pour être captée par des jumelles d'amateurs. L'étoile Mathusalem ne brille pas particulièrement fort. Elle ne fait pas partie des objets les plus spectaculaires du ciel. Et pourtant, elle contient plus d'informations sur les limites de notre compréhension du cosmos que bien des objets beaucoup plus dramatiques. C'est souvent le cas en science. Les questions les plus déstabilisantes ne viennent pas d'expériences colossales ou d'instruments pharaoniques. Elles viennent de l'anomalie discrète qu'on a remarquée dans des données de routine, du chiffre qui ne colle pas tout à fait, de l'étoile ordinaire qui a un âge impossible. L'univers n'annonce pas ses révolutions en grande pompe, il les glisse silencieusement dans les marges. Le verdict est suspendu, mais pas indéfiniment. La physique du XXIe siècle a la charge formidable de trancher. Les données de DESY sur l'énergie sombre variable pourraient apporter un premier élément de réponse. De futures observations astérosismologiques de HD 140 283, avec des instruments encore plus précis, affineront peut-être suffisamment son âge pour clore le débat dans un sens ou dans l'autre. James Webb continuera de sonder les premières centaines de millions d'années du cosmos, cherchant d'autres galaxies qui défient nos calendriers. Et quelqu'un, quelque part, trouvera peut-être l'erreur cachée dans nos modèles d'évolution stellaire, celle qui fait paraître cette étoile plus vieille qu'elle ne l'est. Quelle que soit la réponse, elle changera quelque chose à notre façon de comprendre l'univers. Une seule étoile, nichée dans notre voisinage galactique immédiat, a mis sous pression la cosmologie mondiale. Elle a forcé des équipes du monde entier à revisiter leurs méthodes, à affiner leurs instruments, à remettre en question leurs hypothèses. Et elle n'a pas encore fini de parler. Si cette plongée dans le mystère de l'étoile Mathusalem vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à continuer d'explorer ces questions qui repoussent les frontières de ce que nous savons. Et si vous souhaitez soutenir directement notre travail et nous aider à produire ces vidéos, le lien dans la description vous permet de nous envoyer un don, une contribution directe au développement de la chaîne. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville écoutez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment.